Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les faits saillants. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a condamné l'attentat terroriste survenu à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et le vice-président du parti RPP et Premier ministre, Abdelrad El Kamil, lance les travaux de l'université d'été pour les cadres du RPP au CERD. Et en Sierra Leone, plus de 300 morts après de fortes inondations. Voilà, donc c'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé donc hier un message de solidarité à M. Roch Marc Christian Kaboré, son homologue burkinabé, suite à l'attaque terroriste dont a été victime son pays. Cette attaque survenue dans la nuit du dimanche à lundi a causé la mort d'une vingtaine de personnes. Elle a également entraîné un nombre encore plus important de blessés. Dans son message, le président de la République a condamné avec force la multiplication de ces attaques terroristes visant la nation sœur et amie du Burkina Faso. Dans son message, le président Guelleh écrit « Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie et compassion à la nation sœur du Burkina Faso dans l'épreuve terrible à laquelle elle fait face. » Le Burkina Faso paye au prix fort sa participation à la lutte contre l'extrémisme et vient de vivre une véritable tragédie, fait observer le chef de l'État qui rappelle que les nations libres se doivent de relever le défi que leur imposent les extrémistes de tous bords afin que triomphe l'état de droit sur le terrorisme. Et autre message, à noter également que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dans la même journée d'hier adressé un message de solidarité et de compassion à son homologue du Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, dont le pays déplore la mort de plusieurs centaines de personnes suite aux inondations et aux coulées de boue meurtrières qui ont touché le pays. Également dans l'actualité, le vice-président du parti RPP et Premier ministre Abdelrad El Kamil Mohamed a lancé donc ce matin au Centre d'études et de recherche de Djibouti, au CERD, les travaux des universités d'été auxquels prennent part les hauts cadres du mouvement politique. Ces universités d'été sont une première pour le mouvement politique qui innove ainsi. Après les 40 ans d'indépendance, il s'agit pour le parti d'élargir le débat et la réflexion au sein donc des instances du mouvement qui demeure la première formation politique du pays. En dépit des vacances, la première séance de ces universités d'été a vu la participation d'un grand nombre de cadres, les militants, des intellectuels, universitaires, chercheurs ou d'autres acteurs de la société civile ont été donc conviés à prendre part à ces sessions de réflexion et de débat. C'est l'occasion également de regrouper les forces vives du parti autour des thèmes phares qui bâtiront de la prochaine campagne électorale. Une commission a été constituée pour mettre en œuvre ce projet de l'université d'été du parti RPP. Et à l'ouverture de la séance, le Premier ministre a annoncé que 40 ans après l'indépendance, prévaut la démocratie dans notre pays. Le Premier ministre s'est élevé, par contre les insultes qui viennent de l'étranger et qui salissent la réputation de notre République. Le ministre de la Santé, Dr Djama El Maouki, a adressé un message de remerciement à la Fondation pour l'octroi à titre gracieux de 12 conteneurs de médicaments d'une valeur marchande de 6 millions de dollars américains au profit du ministère de la Santé. Pour rappel, l'octroi de cet important don de l'ONG saoudienne est intervenu à la suite de la mission de travail qu'avait effectué le ministre de la Santé le 25 septembre dernier en Arabie Saoudite. En effet, la Fondation du roi Salman, dénommée King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, avait délivré en février et juillet dernier un lot de près de 1,5 tonnes de médicaments et consommables médicaux qui fut réceptionné par la centrale d'achat des médicaments et de matériel essentiel, la CAM. Depuis sa création en mai 2015 par le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, gardien des deux lieux saints de l'islam, le centre d'aide humanitaire du roi Salman œuvre considérablement pour soutenir et subvenir aux besoins du peuple yéménite et somalien. A noter également que la fondation du roi Salman détient à son actif de très nombreux projets couronnés de succès dans plusieurs domaines comme la sécurité alimentaire, les soins de santé, le logement, l'assainissement, l'eau, l'environnement et les programmes agricoles. Et dans une interview donc accordée à notre confrère, le ministre de la Santé est revenu sur les dons des médicaments octroyés par le Royaume d'Arabie Saoudite et n'a pas manqué de souligner qu'il s'agissait là d'un témoignage parfait de l'engagement personnel du roi Salman d'Arabie Saoudite et du prince héritier Mohammed ibn Salman en faveur du raffermissement des relations de coopération qui existent entre nos deux pays frères, particulièrement dans le secteur de la santé. Ce don de médicaments qui est destiné aux plus nécessiteux de nos familles habitant des régions les plus reculées constitue un
un maillon supplémentaire et solide de la longue chaîne de solidarité multiforme qui lie nos deux pays, a-t-il rappelé. Écoutons à présent l'interview du ministre de la Santé. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, nous a ordonné, nous a recommandé, nous a motivé pour que nous puissions cultiver une relation d'amitié et fraternelle avec les autres pays, en particulier dans les domaines qui nous encombrent. En ce sens, en suivant ces instructions et la vision du président de la République, le ministère de la Santé, une délégation du ministère de la Santé s'est déplacée en Arabie Saoudite pour pouvoir mettre à leur transmettre des propositions de projets. Ces projets étant des projets très importants pour améliorer le matériel technique, le plateau technique, ainsi que les médicaments dans notre pays, deux points qui sont d'une importance majeure pour le ministère de la Santé. Donc avant de commencer toute autre explication, je voulais d'abord remercier Al-Malik Salman Ben Abdelaziz et aussi Sahib al-Muluk al-Malaki Wali al-Ahad Al-Amir Mohammed Ben Salman et aussi les représentants ou le responsable du centre Salman Ben Abdelaziz. Pourquoi? Parce que lors de notre transmission de ces projets, les lettres du projet étaient adressées à eux et ils ont bien reçu. Ce qui montre la relation d'amitié et de fraternité qu'a construit notre président et l'amitié qui lie notre président au roi, c'est que très vite nous avons eu des réponses très favorables. En premier lieu, le Marquis Salman, celui qui aide les pays, ce grand centre qui aide les pays, nous a transmis 11 conteneurs de médicaments. Ce qui nous a permis de pouvoir remettre ces médicaments à tous les hôpitaux, faire des caravanes avec, ainsi de suite. Dans un deuxième lieu, le roi récemment a envoyé une lettre à notre président aussi et a envoyé le document du projet en nous octroyant 20 millions de dinars, ce qui équivaut 6,3 millions dollars, ce qui est une somme importante à la santé, dédiée à la santé, et surtout l'amélioration du plateau technique. Et poursuivant son entretien, donc, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maouki, a ensuite rappelé les différents projets de son département avec le Royaume d'Arabie Saoudite et a réitéré sa pleine satisfaction quant à l'exemplarité de la coopération entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Le ministre a par ailleurs indiqué que ces relations fraternelles sont les fruits de la politique éclairée du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Réécoutons le ministre. En troisième lieu, le fonds saoudien, lui aussi, nous a octroyé 2 millions de dollars en dons, l'achat d'un IRM, plus toute une centrale d'oxygène et aussi toute une structure de dialyse. En quatrième lieu, la Banque islamique nous a soutenus dans un projet phare qui s'appelle l'LF. Ce projet consiste à une partie de dons et une partie de prêts de longue durée, sans taux et sans frais de fonctionnement. Ce qui veut dire, c'est qu'il est presque un don lui aussi. Ce projet est vraiment convoité par tous les pays du monde, surtout les pays musulmans, mais il était difficile de pouvoir avoir ce projet, mais avec l'aide des autorités saoudiennes et la relation exemplaire qui lie l'Arabie Saoudite à notre pays, Djibouti a été parmi les pays qui sont élus. Dans ces 20 millions, 6 millions est un don de dollars, les 14 qui restent est un prêt, mais un prêt sans taux. Le taux d'intérêt est 0. Les frais de fonctionnement seront payés par la BID. Et les 14 millions qui restent sera échelonné sur presque une douzaine d'années de grâce et presque une vingtaine d'années après de remboursement. Ce qui est presque un don. Et ce qui est presque donné par la BID. C'est un projet qui est phare, que c'est la première fois dans l'histoire que la BID va faire. Et Djibouti a eu une chance pour pouvoir avoir cela. Tout cela montre que le soutien de l'Arabie Saoudite au département de la santé est très important.
Et cela est dû à la vision éclairée du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et l'amitié qui lie notre président au roi, qui a fait qu'il nous facilite tous ces processus. Ensuite, je voudrais remercier aussi l'ambassadeur de la République de Djibouti en Arabie Saoudite, M. Dia Ouamakrama, qui n'a ménagé aucun effort lui aussi pour que les projets que nous avons mis à la disposition des autorités saoudiennes puissent aboutir et qu'on puisse concrétiser cela. Nous voudrions dans le passage le remercier aussi. Le département de la santé ne ménagera aucun effort pour pouvoir améliorer nos plateaux techniques, et que ce soit les médicaments, que ce soit la formation du personnel ou l'amélioration des structures médicales, que ce soit les hôpitaux ou autres. Et bientôt, vous allez voir, nous allons détailler en quoi nous allons utiliser ces fonds, comment nous allons orienter pour que cela puisse, de manière directe, influencer sur l'amélioration du système sanitaire djiboutien. Et nous sommes plus que heureux de pouvoir compter sur le pays frère et ami, et aussi de pouvoir mobiliser ces moyens pour que nous puissions améliorer non seulement les plateaux techniques, les infrastructures, la formation du personnel, ainsi que d'autres. Et toujours en nouvelle nationale, après avoir passé 2 jours à Médine, le premier groupe de pèlerins djiboutiens qui effectue cette année le Hajj ont pris la direction de la Mecque. Les pèlerins poursuivront les devoirs religieux sous l'encadrement du comité djiboutien du pèlerinage. À leur arrivée à la Mecque, les pèlerins ont été donc accueillis par l'adjoint du chef comité Ousmane Farah Rokiye et le consul de Jeddah, de Djibouti à Jeddah, Ali Moussa Med. Ce sont 5 bus confortables de grands standings qui ont convoyé les pèlerins. Ils les ont déposés près des 4 immeubles où ils doivent loger avec les autres pèlerins djiboutiens attendus. Cette année, quelques 1100 pèlerins djiboutiens effectueront le Hajj. Ce sont 5 vols charter qui seront programmés pour les transporter vers les lieux saints de l'islam. Et une équipe de la radio-télévision de Djibouti a été donc chargée de suivre le pèlerinage de cette année, le composé de M. Hirab et Mohamed de Cheikh Aboubakar. Ils ont recueilli pour nous les réactions de quelques pèlerins. Ces derniers ont remercié Dieu d'être à la Mecque et de pouvoir accomplir le 5e pilier de l'islam. Il est à noter que le ministère des Affaires musulmanes de la Culture et des Biens Warf déploie tous les efforts pour réussir le Hajj de cette année et offrir les meilleurs services et facilités aux pèlerins djiboutiens. Le Hajj, rappelons-le, est un devoir pour chaque musulman ayant les moyens financiers et la santé physique nécessaires afin d'entreprendre le voyage jusqu'à la Mecque. Un fidèle musulman se doit d'accomplir le Hajj au moins une fois dans sa vie. Et la fondation du Diwan al-Zakat a procédé à la remise des aides financières aux orphelins dans les régions de l'intérieur, à la distribution de la première tranche des cotisations parrainage de l'année 2017, notamment à Dikid. C'était hier. Près de 76 enfants orphelins ont pu donc bénéficier en présence de leurs parents. Était également présent à cette cérémonie le préfet adjoint Fouad Aboubakar, le directeur adjoint du Diwan al-Zakat, Elmi Abdillahi, et des ulama ainsi que des responsables et tuteurs des orphelins. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, la population de Wehima s'est mobilisée pour réhabiliter la route Randa-Boli-Adailou. Cette route était difficile d'accès et le trajet durait longtemps. Et pour remédier à cette situation, la population a pris le chantier en main pour déblayer la route vendredi dernier avec des moyens matériels conséquents comme des camions, des marteaux-piqueurs pour les gros cailloux. La population a voulu montrer son engagement pour améliorer ainsi les conditions de la population de Wehima, un exemple qui est à suivre. Et plus d'une centaine de personnes, jeunes, vieux, des femmes, ont participé donc aux travaux qui ont duré quelques 6 heures. La route a été très mauvaise entre le lieu dit Soma et Andaï Tadaba. La circulation durait plusieurs heures des fois et l'ambulance avait des difficultés et du mal à évacuer les malades, selon un témoignage d'un ambulancier de Tadjoura.
Les travaux donc de réhabilitation vont se dérouler chaque vendredi durant le mois d'août et grâce à ces travaux, la durée du trajet a été réduite de moitié. Les usagers de la route Randa Bolli Adailou et les participants aux travaux, dont M. Mohamed Ali et Ali Ibrahim, ont témoigné donc de leur satisfaction pour le lancement de ces travaux de réhabilitation qui vont améliorer ainsi la circulation sur le tronçon de route Randa Bolli Adailou. Pour les travaux de la mise en état du piste qui arrive vers le village d'Adailou. Ici, nous sommes sur les tronçons Soma Andaita Daba, donc qui est devenu aujourd'hui pour les automobilistes le plus difficile à pratiquer. Et en effet, ces petits retouches nous permettra de tenir un peu. Et en effet, le président de la République de Djibouti s'est engagé lors de l'inauguration du mini-central du village d'Adailou pour une route pour le village, donc pour une route bitumée qui s'inscrit aussi dans la dynamique qui existe aujourd'hui dans le village d'Adailou. Ces travaux vont permettre de rouler mieux pour les automobilistes qui vont emprunter ces tronçons. Et en nouvelle du monde, en Sierra Leone, plus de 300 morts après des fortes inondations selon la Croix-Rouge. Plus de 300 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain et des inondations lundi dans la banlieue de la capitale sierra-léonaise, Freetown, a rapporté la radio nationale. Le bilan devrait s'alourdir, la catastrophe étant la plus grave provoquée par des pluies torrentielles que la ville n'ait jamais connues. Plus de 2000 personnes ont d'ores et déjà perdu leur maison. Les fortes pluies ont provoqué lundi donc un glissement de terrain qui a enseveli des centaines de personnes dans la ville de Regent, située en hauteur de Freetown, ville côtière de 1,2 million d'habitants. Des corps ont été ensevelis sous les débris des maisons ou emportés par les eaux. Les dépouilles des victimes ont été transportées vers l'hôpital Connaught de Freetown, où des militaires ont empêché les familles venues identifier leurs proches d'accéder aux corps afin d'éviter des scènes de chaos. Les opérations de secours se poursuivent dans la capitale et sa périphérie, alors que le pays, l'un des moins avancés du monde, peine encore à se relever de l'épidémie d'Ebola de 2014 qui a fait plus de 4000 morts. Le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma a indiqué que les services des urgences faisaient tout leur possible pour porter secours aux sinistrés. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé donc quant à lui ses condoléances après cette catastrophe dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Et enfin, aux États-Unis, face aux critiques, Donald Trump condamne tardivement les groupes haineux de Charlottesville après avoir été critiqué pour sa complaisance envers les suprémacistes blancs. Le président américain a fini par fermement condamner hier le Ku Klux Klan, les néo-nazis et les violences racistes survenues à Charlottesville durant le week-end. Donald Trump avait donc renvoyé dos à dos des suprémacistes blancs et des militants antiracistes après les violences survenues à Charlottesville en Virginie. 48 heures après les faits et sous le fou des critiques, le président Donald Trump a fini par condamner explicitement hier les suprémacistes blancs, le KKK et les néo-nazis en les qualifiant de répugnants. Interpellé par des journalistes, il avait refusé de condamner spécifiquement les mouvements d'extrême droite, une posture qui a provoqué l'indignation chez les démocrates, mais aussi un malaise chez les républicains, son propre parti. Soucieux d'éteindre la polémique, le porte-parole de la Maison-Blanche avait finalement déclaré dimanche que Donald Trump avait inclus dans sa condamnation des violences, les suprémacistes blancs, le KKK, les néo-nazis et tous les groupes extrémistes. Il aura fallu attendre lundi pour que le président américain le dise de vive voix. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous retrouvons Samatar Saïd pour le focus de l'après-midi. La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola?
le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Merci à vous de nous rejoindre pour ce focus de l'après-midi avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed, bonjour. Donc nous allons parler, justement, nous en parlions il y a quelques instants de ces heurts et manifestations qui ont eu lieu à Charlottesville en Virginie entre des anti-racistes et les suprémacistes blancs néo-nazis au Ku Klux Klan, et un tweet de Barack Obama séduit les internautes après Charlottesville. Oui, exactement. L'ancien président américain qui a cité une citation de Nelson Mandela sur la tolérance et le respect, tweeté après Barack Obama, a connu un énorme succès sur les réseaux sociaux. Twitter après les violences qui ont causé la mort d'une personne lors d'une manifestation suprémaciste blanc. Samedi à Charlottesville, personne n'est né en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, ou des origines, ou de sa religion, a écrit dimanche à Barack Obama sur son compte en citant l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Le tweet a récolté plus de 2,2 millions de likes, devenant ainsi le troisième message le plus aimé du réseau social selon le site spécialiste Firestar. Il a également été retweeté par d'1 million de fois. M. Obama a également publié le reste de la citation de Nelson Mandela dans 2 autres tweets. Les gens doivent apprendre à haïr. Ils peuvent apprendre à haïr, ils peuvent apprendre à aimer, car l'amour jaillit naturellement au cœur des humains que sont l'opposé. Fort de 93 millions de followers, Barack Obama est l'une des personnalités les plus suivies sur Twitter. Les messages de l'ancien président démocrate étaient en une réaction aux événements survenus samedi à Charlottesville, où un sympathisant néo-nazi a tué une manifestante antiracisme plutôt, de 32 ans en fonçant dans la foule avec sa voiture. Donald Trump a été critiqué pour avoir envoyé samedi les 2 camps dos à dos devant des condamnés clairement lundi, le KKK, les néo-nazis et les suprémacistes blancs. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.